Comme on nous parle, l'emprise de la novlangue sur nos sociétés. Bonjour Jean-Paul Fitoussi. Bonjour. Édition Les Liens qui libèrent, c'est votre dernier ouvrage. Vous êtes professeur émérite à Sciences Po Paris, vous avez été président de l'OFCE, vous êtes chercheur, vous êtes membre du centre de recherche sur le capitalisme et la société à Columbia University, New York. Vous êtes également très proche de la LUISS à Rome, université. Comme on nous parle, voilà, on vient d'avoir une expérimentation grandeur nature d'un thème dont vous traitez dans l'ouvrage, qui est celui de la fin du travail. Et cette expérimentation, c'est le confinement. Et c'est la crise sanitaire. Alors, je me suis interrogé sur deux choses. C'est que quelles étaient les conditions de possibilité de la fin du travail? Est-ce qu'on pouvait avoir des sociétés sans travail? Alors, évidemment, la première chose qui vient à l'idée, c'est que les sociétés sans travail sont des sociétés sans revenus. Bien sûr. Comment acheter si on ne travaille pas et si on n'a pas un revenu du fait du travail? Donc elles ne peuvent exister, et c'est là le paradoxe de cette histoire, là aussi fantasmée, de la fin du travail. C'est-à-dire que ça ne peut fonctionner que sous un régime à planification centralisée. Il n'y a plus de travail, donc les machines s'agitent, et comme on a des moyens en calcul formidables, on va pouvoir exactement allouer les biens aux besoins de la façon la plus fine possible, ce dont on était incapable pendant l'époque soviétique. Mais là, on l'est. Donc, en gros, la fin du travail signifierait le rétablissement du régime planification centralisée. Bon, mais... Marx en a fait, le Covid l'a fait. Mais on s'aperçoit qu'en réalité, si on n'a pas quelque chose qui remplace le travail, la fin du travail donne des sociétés tristes. Il est évident que les crises de dépression qui sont en train d'atteindre la plupart des pays du monde ont pour source la fin du travail. On voit bien que les villes sont tristes on ne sent pas une agitation par le travail. Et on sent aussi que les gens s'ennuient. On sent en gros que le travail n'était pas tout à fait ce que nous disaient les néoclassiques, c'est-à-dire une désutilité, quelque chose de négatif. Et puis on se dit, mais peut-être, parce que notre imagination est très limitée et qu'on pourrait substituer au travail d'autres activités, telles que la culture, telles que le sport, revenir à l'époque finalement, telle que le théâtre, revenir à l'époque grecque, où la démocratie vivait de la culture, se nourrissait de la culture. Et Keynes s'était interrogé sur ce qu'il adviendrait pour nos petits-enfants dans un article fameux écrit en 1928 qui s'appelait l'avenir de nos petits-enfants, enfin l'avenir économique de nos petits-enfants. Et cet article disait, ben voilà, en faisant un petit calcul arithmétique, et il ne s'est pas trompé dans ce calcul, si la croissance est de 2% l'an, d'ici un siècle, nos petits-enfants auront un revenu 8 fois supérieur au nôtre. Donc est-ce qu'ils auront besoin de travailler? Ils n'auront plus besoin de travailler, sauf s'ils sont neurotiques, quoi. Sauf s'ils sont névrosés. Mais autrement, et d'ailleurs on trouvera des moyens de les guérir,
de cette addiction au travail, parce que c'est une addiction. Mais on leur apprendra l'ensemble des arts, la littérature, l'art de la conversation, le théâtre, la musique, les sports, etc. Donc une vision de la fin du travail radicalement différente de celle que l'on développe aujourd'hui. Et pourquoi développe-t-on celle-là aujourd'hui? Si on va dans la direction dans laquelle on est en train d'aller, qui est celle d'une absence d'augmentation des salaires, en réalité, c'est devenu un mot imprononçable, l'augmentation des salaires. Si vous dites augmentons les salaires, on vous dit vous êtes fou. Et la compétitivité, qu'adviendra-t-il à notre économie? Bon, alors c'est une économie qui poursuit quel objectif si ce n'est pas celle de l'amélioration du bien-être des individus? On est en train de marcher sur la tête. L'objectif que faisait entrevoir Keynes, c'est l'enrichissement pour ne plus travailler. Et il concluait que finalement, l'économie n'est pas indépassable dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. On pourra vivre sans travailler. Ça veut dire, et vous l'évoquez d'ailleurs dans l'ouvrage, qu'on a vécu à l'occasion de ce confinement et de la prise en charge par l'État des salaires, etc., une forme d'expérimentation grandeur nature du revenu universel. Ce serait ça. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, la première, finalement, la première vague, c'est plutôt bien passé. C'est la deuxième vague qui se passe mal. Parce que la deuxième vague fait craindre une troisième vague, et donc une accélération de la mortalité dans nos pays. Les gens commencent à avoir peur. Et ils ont même peur des vaccins. Ils ont même peur de ceux qui est censé les guérir. Ils ont peur des traitements. Et ils se disent, nous avons ici peut-être l'annonce de la fin de quelque chose. Et non pas d'un commencement du bonheur par le alors plaisir. qu'en mars, c'était un peu ça. Oui, effectivement, il y avait un côté un peu euphorique oui, aussi, alors paradoxalement. En mars, il y avait ce côté euphorique, mais là, non, il a disparu. Donc on a presque l'impression de voir les deux visages de la fin du travail. Le visage keynésien, la fin du travail comme réjouissance. Avec revenu universel. Avec revenu, évidemment, avec revenu universel et un plan centralisé. Oui, absolument. Et un plan centralisé. Et la fin du travail, triste, celle que nous pensons comme étant caractérisée par des hordes sauvages qui se déversent dans les territoires parce qu'ils meurent de faim. Parce qu'elles meurent de faim, n'ayant pas de revenus. Et on se demande si elles n'ont pas de revenus, si elles meurent de faim, comment ceux qui sont riches ont un revenu. D'où ils le tirent. Du brigandage peut-être. On retourne à l'ancien système du Moyen-Âge. Comme on nous parle, l'emprise de la novlangue sur nos sociétés, un beau tour d'horizon et surtout une invitation à travailler sur les mots. Oui, à travailler sur les mots et à se dire attention. Attention, lorsqu'on utilise un mot, ce n'est jamais neutre. Lorsqu'on supprime un mot, on supprime une pensée. Ce que disait finalement, ce qui fait la pensée unique, ce qui a fait la pensée unique. Et j'avoue qu'à l'époque, je n'avais pas très bien compris ce qu'était la pensée unique.
Je disais une pensée dominante. Et puis je me suis interrogé pourquoi une pensée est dominante. Mais parce qu'on a supprimé les mots qui permettaient de développer une autre pensée. Bien sûr. Et donc, dans ce cas-là, les mots qui nous restaient ne permettaient que d'exprimer une seule pensée. Quitte à aller jusqu'à traiter de négationnistes ceux qui n'acceptaient pas cette pensée, comme s'il y avait une pensée vraie. Et il y a eu un livre célèbre qui s'appelle « Le négationnisme économique ». Absolument. Merci Jean-Paul Fitoussi. J'ai compris.